Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie. Nous sommes le jeudi 3 novembre et voici les titres de ce journal. Nous irons à Washington DC où le prince Albert II a visité deux expositions, l'une concernant sa fondation et l'autre en hommage à la princesse Grace. Nous recevrons le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, qui a organisé ce matin un point presse pour aborder des dossiers importants tels que le marché de l'emploi, le pouvoir d'achat, le régime de retraite complémentaire ou encore par exemple la qualité et l'accès aux soins. Autre invité, le consultant basket Ali Traoré. Nous reviendrons avec lui sur ce début de saison quasi sans faute de la Roca Team, avec en prime un titre de MVP du mois d'octobre pour Mike James en Euroleague à la veille du match face à Belgrade. Et enfin, la mobilité douce aura une place importante dans ce JT. Nous vous présenterons notamment deux boutiques de vélos électriques situées à Monaco. Le prince Albert II est de retour aux États-Unis un peu plus d'un mois après sa venue aux Nations Unies au mois de septembre. Un déplacement de 2 jours sur la côte Est qui a débuté ce mercredi à Washington DC avec une visite culturelle de 2 expositions. Le reportage sur place d'Alexandra Pani et Antoine Ekal. Monaco, célébré au cœur de la capitale américaine. 2 expositions sont actuellement présentées dans 2 hauts lieux culturels de Washington DC. Le Kennedy Center accueille chaque année près de 2000 événements. Les ballets de Monte-Carlo s'y produiront d'ailleurs à la mi-novembre pour y présenter la pièce Cendrillon. Mais pour l'heure, c'est l'environnement et la protection de la planète qui sont mis en valeur dans ce temple de la culture, avec cette exposition des lauréats 2021 du premier concours photographique de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui avait pour thème « Humanité et vie sauvage, destin croisé, territoire partagé ». La visite du prince souverain coïncide avec le lancement ce même jour de l'appel à candidature pour la 3e édition de ce concours. 32 tirages sont affichés ici dans le Hall of States jusqu'au 20 novembre. Une importante vitrine pour les actions menées tout au long de l'année par la Fondation du Prince souverain. C'est ensuite au Hillwood Museum que se poursuit cette visite culturelle dans ce lieu idyllique ayant appartenu à la femme d'affaires et collectionneuse d'art Marjorie Post. L'exposition Grâce de Monaco Princesse en Dior a vu le jour initialement en 2019 à Granville au musée Christian Dior et est ainsi présentée pour la première fois sur le continent nord-américain grâce notamment au concours de l'ambassade de Monaco aux États-Unis. Présentée ici dans un format plus intimiste, elle reprend le fil conducteur de la première exposition qui souhaitait mettre en avant la relation d'amitié et de confiance qui s'était tissée entre la princesse de Monaco et le directeur artistique de la maison de haute couture de l'époque, Marc Bohan. The Palace of Monaco offered so many beautiful ensembles, and I spent kind of the early months of the pandemic with photos, trimming down the selections. I even paid a visit to the Granville exhibition before it closed in January of 2020. So I worked on it for several months, trying to trim down the checklist while also choosing pieces that best represent Princess Grace's style and best are emblematic of her relationship with the House of Dior and their creative director, Marc Bohan. Robe de soirée qu'elle a portée à l'occasion du bal de la Croix-Rouge ou du bal de la Rose, mais aussi ses tenues de tous les jours comme des tenues choisies pour des événements officiels. La sélection permet de découvrir un éventail de la garde-robe de la princesse Grace. L'exposition a ouvert ses portes cet été au public et a d'ores et déjà rencontré un franc succès. Le prince Albert II a souhaité la découvrir à nouveau dans ce nouvel écrin. De voir cette rétrospective de ma mère et sa relation avec Dior, qui trouve ici un nouvel écrin, qui est bien sûr complètement différent de celui de Granville, mais tout aussi intéressante et très bien présentée, j'ai trouvé, avec une belle mise en valeur de toutes ces pièces et de toutes ces robes. C'est une belle façon aussi de commémorer ici aux États-Unis les 40 ans de la disparition de ma mère. Et je suis vraiment très heureux d'avoir pu voir cette exposition finalement, puisqu'elle s'est ouverte au mois de juin, mais elle reste ouverte jusqu'au 8 janvier prochain. Et donc c'est une très belle, c'est un très bel hommage, c'est une très belle illustration des liens d'amitié très forts qui existent entre la principauté et les États-Unis. Grace Kelly était l'une des plus prestigieuses ambassadrices de la marque française, mais surtout l'une de ses plus fidèles et iconiques clientes. Comme nous le prouve encore une fois cette exposition, son style et sa personnalité ont à jamais marqué l'histoire.
Une exposition à découvrir jusqu'au 8 janvier 2023 au Hillwood Museum, si vous êtes de passage dans la région de Washington DC. Le souverain poursuit, lui, sa visite sur la côte est des États-Unis, avec notamment le traditionnel gala de la Princess Grace Foundation, qui aura lieu ce jeudi soir à New York. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, a effectué son premier point presse ce matin au ministère d'État, l'occasion de faire un tour d'horizon de l'actualité marquée par plusieurs dossiers d'importance. Frédéric Hélion, bonsoir. Vous avez assisté ce matin à ce point presse où Christophe Robineau a notamment évoqué la santé du marché de l'emploi. Bonsoir Fabien, le ministre des Affaires sociales et de la Santé a fait le point sur la dynamique de l'emploi à Monaco. La situation est plutôt bonne, la barre des 60 000 emplois salariés a été dépassée en juin 2022, un chiffre jamais atteint auparavant. Le chômage est au plus bas avec 625 chômeurs recensés à Monaco au mois de septembre. Le nombre d'heures travaillées atteint également un seuil record. En juin 2022, on avait dépassé les 47 millions d'heures travaillées, ce qui n'a jamais été atteint sur les années précédentes à période équivalente, ce qui nous laisse envisager un nombre d'heures travaillées sur l'année supérieur à 90 millions, qui est le chiffre qui a été rarement atteint et qui sera vraisemblablement largement dépassé si on considère que l'effet de l'été et de la fin d'année sur l'emploi entraîne normalement une croissance importante. En ce qui concerne la protection de l'enfance, un travail est effectué sur une loi cadre dont l'objectif sera de coordonner l'ensemble des acteurs sur le terrain, d'améliorer la situation des enfants suivis, ainsi que le repérage et le traitement des situations de danger ou de signalement. Concernant le handicap, en collaboration avec l'AMAPI, un foyer de vie sera construit dans le cadre du chantier Grand IDA qui permettra la création de 9 chambres, livraison attendue probablement pour le deuxième semestre 2024. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé a aussi fait le point sur la prise en charge des aînés et les recherches actuelles pour la construction future d'EHPAD. L'étude de la dépendance qui a été réactualisée en 2018 a permis de mettre en évidence un besoin croissant pour les personnes âgées dépendantes de structures d'accueil et notamment de structures lourdes, puisque les EHPAD sont des structures relativement lourdes. Le besoin qui a été identifié est de 360 lits d'ici à 2040 et donc il est important que l'on puisse déjà créer une nouvelle structure d'ici à 2025, 2026 au plus tard 2030, en sachant qu'ensuite nous aurons la possibilité de construire un établissement dans le cadre du chantier de l'Annonciade 2. Et toujours concernant la prise en charge des seniors, Fabien, des gardes itinérantes sont en train d'être mises en place. Des auxiliaires de vie ou aides-soignants auront pour mission de se rendre de nuit au domicile des patients afin de s'assurer qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Le marché de l'emploi, la protection de l'enfance et des personnes vulnérables, mais également de nombreuses autres thématiques. Christophe Robineau était ce matin en conférence de presse et il est maintenant avec nous en studio. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir là, le reportage de Frédéric Hélion concernant cette conférence de presse. D'autres points ont été abordés. J'aimerais que l'on commence par le pouvoir d'achat, surtout en cette période où on a connu la crise sanitaire, la crise maintenant internationale. Que fait-on pour le pouvoir d'achat, pour améliorer le pouvoir d'achat ici à Monaco ? La première chose, évidemment, ça a été d'augmenter pour la fonction publique et pour la fonction hospitalière les salaires, avec une augmentation qui sera sur l'année de 6,7% pour la fonction publique et de 6,9% pour la fonction hospitalière, en sachant que en parallèle, nous avons mis en place le Ségur de la santé à l'hôpital qui porte ses fruits et qui a été, je crois, très très bien accueilli par les employés du CHPG. Pour les salariés du privé, comme vous le savez, l'évolution salariale est à la libre décision des employeurs. Pour autant, nous avons fait concrètement, nous avons pris 3 mesures. Nous avons décidé de revaloriser d'une part les allocations familiales avec une augmentation sur l'année qui sera effectivement de 6,18%, ainsi qu'une augmentation pour les retraités du point retraite de 5,33% sur l'année, ce qui est quand même un effort considérable
considérable. Concernant de façon plus générale les salariés, vous saviez qu'à l'occasion des négociations que nous avions favorisées entre les partenaires sociaux du secteur hôtellerie-restauration, nous avions mis en place une prime déchargée pour ce secteur d'activité. Nous avons élargi le dispositif à l'ensemble des salariés du secteur privé. Oui, c'est un avenant qui a été signé le 18 octobre, je crois. Alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que, mais toujours concernant l'hôtellerie et la restauration. Ça vient compléter les mesures concernant le pouvoir d'achat, puisqu'en fait, il s'agissait de publier de nouvelles grilles avec des minima salariaux qui permet effectivement de remonter les plus bas salaires. Il faut savoir qu'il n'y avait plus de publication de telles grilles depuis 1999. Et pour la petite histoire, elles étaient d'ailleurs en francs, avec d'ailleurs des grilles qui sont purement monégasques, puisqu'on est parti des grilles françaises, mais qu'on a supprimé dans certaines catégories professionnelles les premiers échelons, donc on démarre plus haut que les grilles françaises. Alors on parle en ce moment du régime monégasque complémentaire de retraite qui devrait voir le jour. Question toute naïve, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va changer? Très clairement, l'intérêt, c'est d'avoir un meilleur régime de retraite complémentaire. Alors un meilleur régime, ça veut dire d'abord un régime sécurisé. Et puis bien sûr, l'intérêt, c'est d'une part d'améliorer le montant de ces pensions de retraite complémentaire pour les salariés, et en même temps, du fait d'une meilleure gestion et d'une économie de moyens de par l'adossement de cette nouvelle caisse de retraite aux autres caisses de retraite monégasques, et donc d'une mutualisation des moyens de gestion, une diminution du taux de cotisation variable pour les employeurs. Donc à terme, moins de charges pour les employeurs, plus de bénéfices pour les salariés. Alors ce régime était pressenti pour 2023, il va y avoir du retard, ce serait plutôt prévu pour 2024. Qu'est-ce qui coince? Alors, objectivement, 2023, c'était optimiste, dans la mesure où, pour sortir du régime de la Gérarco, il faut verser en fait une soulte. On va devoir payer une somme forfaitaire, et tout l'enjeu de la négociation, c'est d'étaler le paiement de cette somme sur le plus d'années possible, de façon à limiter les impacts sur la constitution et du fonds de réserve et du régime. On parle de quelle somme et comment va-t-elle être remboursée? Vous l'avez évoqué. Alors, c'est une somme qui s'élève à un peu plus de 2 milliards d'euros. Un mot sur le fameux article 6 qui est souvent qualifié de licenciement sans motif. Des syndicats rêveraient peut-être même de le supprimer. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai eu des discussions tant avec l'USM qu'avec le F2SM. Aujourd'hui, ils se défendent de vouloir supprimer purement et simplement l'article 6. Ils veulent juste le modifier en obligeant à publier un motif. Bon, moi je pense que le problème n'est pas là, et à mon avis la meilleure solution, et on y travaille au niveau du département, c'est de déposer un projet de loi qui permettra la rupture conventionnelle entre l'employeur et le salarié. Ça devrait limiter le recours à l'article 6, ça permet de fixer un niveau d'indemnisation de licenciement correct, et puis surtout ça raccourcit les procédures et ça évite les recours. Donc je crois que la meilleure solution pour limiter une utilisation que certains peuvent penser d'abusive de l'article 6, c'est justement de mettre en place ce dispositif de rupture conventionnelle. Où en est-on de la convention de la sécurité sociale franco-monégasque? Je voudrais déjà que vous expliquiez la problématique aux téléspectateurs, et où en est-on? Régulièrement est remise en question l'accès libre des assurés du 06 aux structures monégasques. En réalité, aujourd'hui, moi je considère que nous sommes dans un bassin de vie commun, qu'on ne peut pas considérer Monaco comme un petit îlot isolé du 06. Et aujourd'hui, la grande majorité des salariés de Monaco, la grande majorité des gens qui viennent à Monaco sont des gens qui résident dans le 06. Et moi, il me paraît inconcevable, même d'un point de vue médical, que l'on puisse refuser cet accès libre aux soins à ces gens avec qui, finalement, on partage une communauté de vie. Donc, je pense avoir développé, à l'occasion de cette commission mixte, et pour avoir eu un retour des autorités sanitaires françaises, des arguments qui ont porté... Ils ont le même point de vue que vous, ça convainc? Alors, il y a toujours le point de vue, je dirais, purement administratif, qui veut qu'on ne fasse pas d'exception.
Et je crois qu'ils ont compris la particularité de notre situation géographique et de notre communauté de vie. Et je suis assez confiant sur le fait qu'ils n'aillent pas plus loin dans cette discussion. Puisque l'on parle de la santé, la qualité des soins et l'accès des soins, c'est une priorité pour vous, j'imagine ? Moi, je veux réinvestir la ville. L'hôpital ne peut pas se substituer à la ville. Beaucoup de consultations n'ont pas vocation à être des consultations hospitalières. Je crois que les consultations hospitalières doivent se réserver à un certain niveau de difficulté. Et que la plupart du temps, le suivi, je dirais, habituel de certaines pathologies relève de la médecine de ville. Donc moi, comme d'ailleurs l'a exprimé récemment Jean-Michel Cuqui dans une interview en tant que président de l'Ordre, il faut réinvestir la ville, il faut trouver des solutions pour favoriser l'installation tant de généralistes. Comment peut-on faire justement ? Alors, on réfléchit au niveau du gouvernement avec mes collègues, notamment à mettre à disposition des plateaux pour accueillir ces praticiens. Médecins, des bureaux, médecins, des cabinets. Des cabinets, oui, bien sûr. Vous savez que les médecins en ville peuvent s'installer dans les locaux d'habitation. Ce ne sont pas des locaux commerciaux. Et donc, on a, depuis quelques années, eu une politique de destiner ces logements à des activités de bureau ou à des professions libérales. Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est d'arriver à ce que des spécialités qui ne sont plus représentées en ville et qui le sont éventuellement insuffisamment. Je pense à la pédiatrie notamment, qui est un vrai problème. Je vois aussi les difficultés que certaines jeunes femmes ont à trouver un gynécologue aujourd'hui. Beaucoup des spécialistes déjà installés sont saturés, ne prennent pas de nouveaux patients. Donc il y a un certain nombre de spécialités comme ça où vraiment on a besoin de nouveaux praticiens. Dernière question, on en parle moins, c'est rentré un peu dans nos mœurs, dans nos habitudes. Qu'en est-il de la Covid-19 ? Comment le gouvernement se prépare peut-être pour l'hiver ? Où en est-on de cette Covid ? Aujourd'hui, la situation est plutôt rassurante. Nous avons une petite vaguelette là récemment, mais je ne prendrai pas de mesures contraignantes et surtout, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous. On ouvre une page sport. Après un excellent début de saison avec 11 victoires en 12 matchs, toutes compétitions confondues, la Roca Team aborde sereinement le mois de novembre. Les hommes de Sasa Obradovic reçoivent l'Étoile Rouge de Belgrade ce vendredi en Euroleague. Une occasion de faire fructifier et valider les belles victoires obtenues à l'extérieur. Présentation de la rencontre avec Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Monaco, 4 victoires, 1 défaite. Étoile Rouge, 1 victoire, 4 défaites. Des bilans complètement opposés entre deux équipes qui se retrouvent ce vendredi à 21h dans la salle Gaston Médecin. Après déjà 4 matchs sur 5 à l'extérieur en Euroleague, la Roca Team retrouve donc son parquet avec un objectif clair, faire fructifier ses victoires obtenues loin du rocher. Sometimes it looks like it's sometimes easier to win on the road and then harder to play at home, because different pressure. But we expect our fans going to be here. They're going to be our 6th player for sure, and everyone knows how it's fun when our gym is full and packed, and this is what we're going to expect. And it's going to be hell of a game, but we expect to win. L'Étoile Rouge de Belgrade est une équipe bien connue de Sasha Obradovic et Jordan Lloyd. Les deux hommes étaient d'ailleurs au même moment ensemble dans le club serbe. Ils le savent mieux que quiconque, peu importe le bilan, ce match sera forcément accroché. As we learned in some previous games, we want to be the aggressor, especially defensively. We want to try to set the tone. We really want to be the people to, make them uncomfortable as well, because, if their offense struggles, then maybe their defense will struggle. So, especially being here at home, we really want to be the aggressors come out the game. Avec une 4e place au classement et un Mike James élu meilleur joueur de ce premier mois de compétition européenne, la Roca Team est plus que jamais en confiance. Un départ prometteur pour une équipe en constante progression. It was good, it showed that we have some character. When everything wasn't going our way, we still found a way to win. I truly don't believe we're playing the best basketball yet. We're trying not to get too ahead of ourselves and look at the rankings and stats and all that stuff because it's so early. It really doesn't matter. So we're happy about October, but October's over. We got to focus on November and just keep trying to build each month.
Roca Team Étoile Rouge de Belgrade, c'est le premier des 6 matchs à Gaston Médecin sur le mois de novembre. Coup d'envoi vendredi à 21h. Match que vous pouvez suivre en direct sur Monaco Info. Et pour faire le point sur ce début de saison tonitruant, nous recevons un consultant de marque qui a longtemps commenté les rencontres de la Roca Team sur Monaco Info, l'ancien international français Ali Traoré. Ali Traoré, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'on peut dire, cette année, que l'équipe de Monaco, la Roca Team, est invincible, en tout cas en championnat de France ? Ah oui, on peut le dire, puisque c'est le cas. 7-0, donc les chiffres parlent dans ce sens-là. Actuellement, je pense qu'il n'y a aucune équipe, peut-être l'Asvel, pas sûr, qui puisse tenir la route face à la Roca Team. Et j'allais vous demander justement qui peut les battre, vous venez de me répondre. Qu'est-ce qui peut les déstabiliser peut-être sur ce championnat, que ce soit championnat de France, Euroleague ce qui pourrait les déstabiliser, si, parce que forcément, on a affaire à des êtres humains. Il y aura forcément un mauvais moment. Dans une saison de basket, il y a toujours un mauvais moment. En général, c'est plutôt vers l'hiver, quand il fait froid, tout ça. Tout le monde a un peu le blues. Ouais. Donc, je ne sais pas exactement ce qui pourrait déstabiliser, mais ce qui est sûr, c'est que pour une saison soit vraiment pleine, il y a toujours un moment où il y aura une petite crise, entre guillemets. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera. Concernant l'Euroleague, 4e au classement, 4 victoires, 1 défaite. Selon vous, la Roca Team peut jouer le titre, peut remporter cette compétition ou c'est illusoire ? Alors, Parce qu'il y a du niveau quand même en face. Il y a du niveau, effectivement. Il y a vraiment de très grosses équipes, notamment Olympiakos, que la Roca Team a battu, et Fenerbahçe. Et ensuite, la saison est longue, la saison est très très longue. La Roca Team commence bien. 4-1, à mon sens, ça aurait dû être 5-0. Ouais. Parce que la défaite à Maccabi Tel Aviv, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais clairement, la Roca Team est une favorite pour le Final Four. Ouais. Alors, au début de la saison, je disais des playoffs, mais moi je pense vraiment que la Roca Team peut arriver au Final Four. Ensuite, pour le titre, on verra bien. C'est une toute autre compétition, ça joue sur un match, tout peut arriver. Avec un Mike James, élu MVP du mois d'octobre, c'est mérité ? Oui, largement, vu les stats. Clairement, pour moi, c'était soit Mike James, soit Sacha Vezenkov. Vu que sur la confrontation face à Olympiakos, Monaco a battu Olympiakos, forcément, le titre de MVP du mois devrait arriver à Mike James. Vous qui suivez la Roca Team, déjà depuis quelques temps, il y a un monde entre le Monaco de l'année dernière et l'équipe de cette année. Il y a un fossé. Alors, un monde, ce serait un peu... ce serait méchant pour les joueurs de l'année dernière. Non, mais en tout cas, l'effectif est bien meilleur. Pour moi, il y a 12 joueurs, mais littéralement 12 joueurs qui peuvent jouer. Il y a aussi le fait qu'il y a eu une constante. Il y a eu de la continuité par rapport à la saison dernière, par rapport à l'entraîneur, par rapport à certains joueurs qui sont restés, les joueurs clés. Et le recrutement a été aussi parfaitement ciblé. On a rajouté des joueurs... qui peuvent épauler Mike James dans la création, comme Eli Okobo, comme Jordan Lloyd. Ça a relevé son niveau, Mike James. Bien sûr, ça a relevé son niveau, parce que ça a libéré. Ça a libéré défensivement. C'est pas, par exemple, la saison dernière, contre Olympiakos, on avait Thomas Walkup, le meneur adverse, qui était focus sur Mike James. Cette saison, il peut pas. Parce qu'à côté, il y a Jordan Lloyd, il y a Eli Okobo, à la création. Et donc, forcément, il faut faire un choix. Donc, à mon sens, l'effectif est meilleur, parce qu'en plus, on a rajouté beaucoup de défense, avec le jeune Matthew Strazel, par exemple, John Brown. Non, pour moi, cet effectif est vraiment bien meilleur que la saison dernière et bien mieux construit. Et quand il y a un Mike James qui, par exemple, l'année dernière, allait... on gagnait. Quand il avait une baisse de régime, on ne gagnait pas forcément les matchs. Là, cette année, vous l'avez dit, avec le recrutement, même si Mike James a une petite baisse de régime, ce qui n'a pas forcément d'ailleurs été le cas en ce moment, il y a quand même l'équipe qui peut continuer à jouer. Oui, après, une baisse de Mike James, c'est surtout, on va dire, au niveau adresse. Parce qu'il se débrouillera toujours pour faire les choses utiles sur le terrain. Mais effectivement, comme on a pu voir sur Olympiakos, à un moment, il avait un petit coup de mou au niveau adresse. C'est Eli Okobo qui prend un coup de chaud. Ça se trouve, le prochain match, ce sera Jordan Lloyd. Donc, ça l'aide beaucoup à se libérer et aussi à pouvoir donner plus d'énergie, on va dire, même défensivement. Défensivement, on voit qu'il est bien meilleur sur les lignes de passe. Il revient vite en défense. On se rend compte que d'avoir ces deux joueurs-là à côté de lui, ça lui permet de donner plus d'énergie dans les compartiments où l'année dernière, il devait s'économiser plus. Vous qui avez l'habitude, là, cette semaine, vendredi, un match face à Belgrade, dimanche, un match contre Dijon. C'est complexe à gérer, ça, 2 matchs d'affilée en 2-3 jours d'écart ? C'est complexe à gérer, oui et non, dans le sens où l'effectif a été créé
pour pallier à ce genre de problème. Ce qui était moins le cas l'année dernière. Oui, ce qui est moins le cas l'année dernière, effectivement, parce que là, comme j'ai dit, on a vraiment 12 joueurs qui peuvent jouer. On a par exemple les joueurs qui jouent très peu en Euroleague, ils assurent forcément en LNB, en championnat. Donc l'effectif est créé pour. Il y a un énorme staff aussi derrière. Hein. Voilà, il y a dédicace à Jeff d'ailleurs, le chef kiné à Monaco, et qui est là pour la récupération et le bien-être des joueurs. Ça fait quelques années là que Monaco est au plus haut niveau, mais n'a jamais remporté le titre de champion de France. Oui. Ça peut plus lui échapper, ça peut plus échapper à Monaco là cette année. Alors ça c'est clairement une anomalie, parce que voilà, on parle de cette saison, mais les saisons d'avant aussi, il y avait un effectif taillé pour le titre. Ouais, c'est vrai. Il y a eu cette fameuse année où franchement le titre devait arriver à la Roca Team, mais il y a eu un grain de sable dans l'engrenage. Il y a eu un petit problème technique. Un gros caillou dans l'engrenage. Voilà, exactement. Mais non, c'est une anomalie et clairement là cette saison, l'objectif affiché au-delà des ambitions de l'Euroleague, ça doit être d'être champion de France. Et elle vous fait plaisir, dernière question, à regarder cette équipe? Oui, clairement, c'est vraiment une équipe très agréable à voir jouer, parce que moi, je suis un peu un puriste du basket, et voilà, je ne suis pas là que pour le show, et moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est les rouages, c'est comment l'effectif fonctionne dans les bons comme les mauvais moments, et cette équipe, pour moi, en plus, elle a l'air d'être humainement très bien, et de très bien vivre ensemble, et ça se voit sur le terrain, et c'est un vrai plaisir de la suivre. Ali Traoré, merci. Merci à vous. Voilà, prochaine rencontre, on l'a dit, ce vendredi, salle Gaston Médecin à 21h face à Belgrade en Euroleague et ce dimanche 17h, toujours à domicile, Anji Pellit face à Dijon. Et une triste nouvelle dans le club de basket féminin du MBA, nous avons appris le décès de Frédéric Boero, un bénévole, plus que ça, un pilier du club. Nos pensées vont évidemment à sa famille et à ses proches. Sans transition, l'écurie de Ypri Maserati Monaco Sport Group, anciennement Venturi, vient d'annoncer le nom de ses 2 pilotes pour cette 9e saison. En plus d'Eduardo Mortara, Maximilian Günther vient rejoindre l'équipe. Le pilote allemand connaît parfaitement la compétition de Ypri, il y évolue depuis 2018. Du Ypri, on passe au e-rally. Nous avons parlé dans une précédente édition de la victoire la semaine dernière du team d'Aguemounégou avec au pilotage l'adjoint au maire Jacques Pastor et son copilote, le maire de Dolceacqua, Fulvio Gazzola. Eh bien, sachez que 5 équipes ont formé ce type d'Aguemounégou, dont l'équipe féminine de l'ADO, composée de Karel Colibert et Nathalie Binden. Elles ont terminé première au classement général féminin. Le e-rally, un événement qui met la mobilité douce au cœur des préoccupations. À Monaco, vous le savez, de nombreux efforts sont entrepris pour atteindre les objectifs fixés par le prince Albert II, notamment la neutralité carbone d'ici 2050. Plusieurs solutions de mobilité verte sont ainsi développées en principauté, avec notamment des boutiques de vélos électriques. Julia Vial et Thomas Deus se sont rendus dans 2 d'entre elles. Une nouvelle boutique vient d'ouvrir ses portes à Monaco. Monaco Bike existe depuis 5 ans, mais a inauguré sa toute première enceinte la semaine dernière face à la forte demande de ses clients, notamment des salariés de la principauté. On a des vélos taf pour aller au travail, qui ont très bon rapport qualité-prix. Après, on a des vélos plus ludiques, mais ça reste le vélo sur Monaco parce que c'est plus pratique par rapport au dénivelé en fait. Le vélo électrique, il ne suffit pas de savoir en faire pour en faire sur Monaco. Il faut quand même être à l'aise. Et c'est un gros frein au niveau des clients, ça. Être à l'aise sur la route pour ne prendre aucun risque, certains ont déjà tenté l'aventure. Nous avons rencontré l'un des clients de Monaco Bike. Pour lui, l'utilisation de ces véhicules électriques était une évidence. Les vélos électriques aujourd'hui, c'est vraiment l'idéal pour se promener en ville sans polluer et en faisant en plus de l'exercice, un petit exercice physique qui fait du bien. Voilà. Quel modèle vous avez choisi ? C'est un modèle pliant parce qu'en plus il a l'avantage qu'on peut le mettre dans le coffre de la voiture et l'amener quand on veut faire des balades dans la nature, loin des grandes villes. Et voilà, c'est un modèle qui m'a séduit. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour remonter aussi sur les hauteurs de Monaco parce que chez nous, comme on a un relief assez perturbé, voilà, donc vraiment je suis très content de ce produit. Je l'ai depuis 3 ans et c'est quelque chose de très agréable. Direction à présent Stage Vélo. Cette société a vu le jour en 2007 avec une idée en tête, créer un vélo 100% électrique et 100% monégasque. Un véhicule différent donc et made in Monaco pour répondre aux grands enjeux de la mobilité en principauté.
Oui, c'est un vrai enjeu, tout simplement parce qu'il y a d'abord la pollution et ensuite les nuisances et le temps aujourd'hui de transport devient de plus en plus important. Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler tous les matins. Il y a quand même un blocage qui est constaté par tous les utilisateurs aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on essaye un petit peu de développer ça et apporter un petit peu notre pierre à l'édifice en apportant aujourd'hui nos différents modèles et aussi bien aux utilisateurs quotidiens qu'aux gens qui viennent tous les matins travailler à Monaco et à qui on suggère tout simplement de venir à vélo. C'est plus pratique et puis plus green. Que cela concerne les vélos ou les voitures, la principauté a très vite senti le vent tourner en faveur de l'électrique. Aujourd'hui, les véhicules écologiques représentent plus de 11% du parc immatriculé à Monaco. En bref, l'association de bienfaisance Eugenio Benedetti Gaglio a présenté ce mardi au Théâtre des Variétés le livre « Il mio karma s'était écrit », un livre d'Eugenio Benedetti Gaglio lui-même, édité à Monaco aux éditions du Précurseur. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avant de nous quitter. Quelle est la tendance pour vendredi, Frédéric ? Plus de pluie, Fabien, retour du soleil pour un vendredi bien ensoleillé. Le vent soufflera fort toute la journée avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h dans l'après-midi. Après un mois d'octobre record en termes de chaleur, les températures seront plus conformes aux normes de saison avec 11 degrés le matin et 18 l'après-midi. Vendredi 4 novembre, ce sera la Saint-Charles. Merci Frédéric. Ce journal est terminé et comme le veut la tradition, les photos de la rédaction aujourd'hui sont consacrées à la belle exposition Monaco on Stage organisée par les affaires culturelles et la SBM et consacrée aux 100 ans de concert à Monaco. N'hésitez pas, c'est à découvrir jusqu'à fin décembre dans la salle d'exposition du quai Antoine Ier. En attendant, ce sont des photos prises par Stéphane Dana. On se retrouve demain, même heure. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.